Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre du cours de performance énergétique du bâtiment, nous allons aborder aujourd'hui ce qu'on appelle la partie enveloppe, donc le package extérieur de votre bâtiment et voir quelles sont les déperditions d'énergie qui vont intervenir. Alors, le cours va être en trois parties. La première va parler de ce qui concerne le bilan énergétique de l'enveloppe. Ensuite, donc autrement dit, on va faire regarder un petit peu ce qui se passe de manière globale. Puis, on va regarder un petit peu comment évolue cette énergie et surtout comment elle se barre par la perte énergétique par les parois. Et ensuite, les matériaux isolants que l'on utilise. Ça fait déjà une bonne petite partie. Alors, en deuxième partie, on aura la résistance thermique. Donc, on va étudier plus le matériau en soi et ce qui se passe en son sein. On verra à l'inverse la transmission thermique, qui est d'un point de vue matériaux l'énergie qui passe à travers. On verra ensuite les techniques d'isolation qui existent. Et enfin, on parlera des portes et des fenêtres. Pour la dernière partie, là, ce sera un peu plus théorique puisqu'on parlera de coefficient de transfert, on va parler de non constructifs dans le cadre du bâtiment, on parlera du niveau K, donc ça vous avez tous déjà entendu parler, hein, qui est le facteur global d'isolation de votre système. L'étanchéité à l'air, on abordera un petit peu ça, ensuite les pertes par ventilation, les apports internes, les apports solaires et enfin les besoins nets en énergie. On va donc commencer aujourd'hui par la partie A. Bonne lecture. Pour commencer, nous allons étudier ce que c'est l'enveloppe et en faire ce qu'on appelle un bilan énergétique. Donc regarder tout ce qui se passe au niveau énergétique autour d'un bâtiment. D'abord, il faut définir ce qu'est une enveloppe. L'enveloppe d'un bâtiment, c'est quoi? C'est tout ce qui compose le toit, le plancher, hein, le haut, le bas, le toit, le plancher, les murs, les fenêtres, toutes les ouvertures, de ce qui contient l'intérieur du bâtiment que l'on compte chauffer ou rafraîchir en été si on parle de climatisation du bâtiment. Bien que la climatisation, c'est amener un climat. Or, un climat, c'est vrai que c'est dévoyé, c'est un terme complètement dévoyé, puisque on utilise le terme de climatisation souvent pour dire on refroidit le bâtiment avec une clim. En fait, amener un climat, donc climatiser, c'est amener justement une température juste pour assurer le confort dans le bâtiment, justement. Et il s'avère que la performance énergétique du bâtiment, on assure le confort thermique, respiratoire et visuel en essayant que ça coûte le moins cher, donc à moindre coût. Qui dit moindre coût énergétique, dans un premier temps, mais ce qui coûte cher, évidemment, et ce qui est important, évidemment, c'est le côté énergétique, c'est ce qui nous intéresse ici, évidemment. Mais souvent, c'est le nerf de la guerre, au final, c'est quand même à ça que ça va se résumer. Bon, cette fameuse enveloppe, il va falloir l'étudier pour savoir ce qui est compris, évidemment, à l'intérieur de ce bâtiment. Ça, on va le voir après. Alors, dans le cadre du confort qu'on doit amener au sein de ce bâtiment, le but du confort que l'on recherche, c'est le confort thermique, sous-entendu. Le confort thermique, il est assuré par quoi? Par le fait du maintien permanent d'une température ambiante constante dans le bâtiment. C'est le meilleur confort qu'on puisse amener. Alors certains trouvent leur confort à 18 degrés, d'autres à 25, c'est évident. Il y a un fait qu'on doit essayer de trouver un compromis par rapport à l'utilisateur. Mais quel que soit le type d'isolation et quel que soit le type d'étude dans le bâtiment, qu'on amène 18, 25, 21, 30 ou 15 degrés, si le confort est assuré, il sera assuré par quoi? Par une moyenne constante, une constance dans l'aspect thermique. Alors, la meilleure analogie par rapport à cette constance, c'est quoi? C'est l'exemple du verre d'eau rempli d'eau, comme vous le voyez ici sur le dessin, et dans lequel il y aurait des petits trous qui sont percés.
Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le temps, cette eau va faire diminuer le niveau d'eau dans le verre. Le meilleur moyen pour compenser ça, c'est de venir avec un petit tuyau et de remplir l'exacte valeur de ce qui va s'enfouir par les pertes par l'eau. Le confort sera amené par le fait que cet apport d'eau devrait être aussi constant que les pertes d'eau que vous allez avoir, et donc ce qui veut dire que vous allez maintenir au niveau du verre toujours le même niveau d'eau. Okay, donc le verre c'est le bâtiment, l'eau c'est la chaleur. Quand vous aurez atteint un niveau de confort optimum, vous aurez toujours ce trait d'eau qui sera toujours au même endroit. Il va de soi que le but dans les bâtiments modernes, ça va être d'essayer d'avoir les petits trous qui soient le plus petit possible par rapport à la taille du verre, évidemment. On ne saura jamais parfaitement ne jamais avoir de fuite. Les fuites, dans tous les bâtiments, il y en a. Par chance, dans notre verre de bière, il n'y en a pas souvent. La plupart du temps, c'est par le haut qu'il y a la fuite. Mais ça, pour les verres, pour l'analogie du verre, il va de soi que amener ça à un verre, à un verre qui sera parfaitement étanche, ce ne sera jamais le cas. Alors, la température minimum de confort ici, comme je l'ai dit, est symbolisée par le trait horizontal. L'apport de chaleur, lui, est symbolisé par l'apport de l'eau, et les pertes, ce sont les pertes de chaleur. Alors évidemment, plus il y a de trous, plus il y a d'apport à amener. Moins il y en a, forcément, mieux c'est. Mais comme je l'ai dit, il n'y a jamais rien qui est parfait, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit. Alors, ça c'est un symbole que vous allez retrouver très fréquemment dans le domaine de la gestion des bâtiments. Je vous conseille de le mettre la vidéo en pause et d'analyser clairement ce que vous voyez sur le tableau. Il y a toute une série de points importants qui interviennent directement avec ce qu'on vient de dire plus haut pour l'aspect besoin énergétique d'un bâtiment. En effet, on a vu plus haut que l'APEB, c'est d'assurer le confort thermique, respiratoire et visuel à moindre coût énergétique. Or, ce schéma représente justement les différentes pertes qui sont liées à ce confort qu'on essaie d'amener, tant thermique, respiratoire que visuel et à moindre coût. À savoir que le thermique pur, le confort thermique, vous allez avoir des pertes via les parois, via des fuites d'air, mais les fuites d'air anarchiques. Vous avez également des fuites d'air qui seront des pertes énergétiques liées à une ventilation, mais qui sera à ce moment-là contrôlée par vous et qui amènera ce confort respiratoire. Un bâtiment fermé, étanche comme un thermo, ne sera jamais ça, évidemment, pour la santé publique et pour la santé de la personne qui y habite. Donc il faudra y amener de l'air de manière gérée. Les apports solaires par le vitrage sont également des facteurs importants. Alors ils peuvent être tant positifs que négatifs. Positif parce qu'à certains moments de l'année, on est toujours content quand il fait moins 10 dehors d'avoir des grandes baies vitrées qui chauffent notre bâtiment. Quand il fait 40 degrés dehors, c'est un peu moins le cas. Donc là, il y a évidemment des choses qu'on va devoir envisager. Les apports internes, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Il faut savoir que si on mange tous les jours et qu'on boit tous les jours, c'est simplement pouvoir se chauffer en interne et pouvoir assurer la machinerie interne. Donc nos propres utilisations, notre propre corps génère de la chaleur. Évidemment, les autres apports internes, c'est vos cuisinières électriques ou à gaz, c'est vos télévisions, et tout ce qui est à l'intérieur de la boîte et qui va consommer de l'énergie et qui, malheureusement, comme de nouveau rien n'est parfait, les pertes seront toujours sous forme calorifique, donc amèneront de la chaleur à l'intérieur de votre bâtiment. Et alors, le plus important dans ce qu'on regarde ici, c'est quoi? C'est le besoin en chaleur du logement, c'est ce qui concerne ce chapitre-ci, c'est cette petite partie-là qui nous importe, qui, elle, représente quoi? Ce que vous allez amener, ce que vous allez avoir besoin pour l'année, pour vous chauffer, en gros.
Alors, la première des choses, c'est qu'on va un petit peu étudier, hein, si on prend ce schéma ici, les pertes par les parois. Alors, quelles sont-elles? Elles sont liées à ce qu'on appelle, donc ce qu'on vient de définir comme étant l'enveloppe, et elles sont dites soit par les parois ou par transmission. Elles sont liées à la délimitation du volume protégé. Alors, on vient de le dire, le volume protégé, c'est le toit, c'est le sol, c'est les murs. Dans l'exemple qu'on a ici, on voit que le toit y continue, et pourtant, ceci, on considérera qu'il ne fait pas partie du volume protégé parce que, par exemple, c'est un comble. Il y a certains cas où on devra en tenir compte, et des fois, on n'en tiendra pas compte. Et un autre exemple, ce serait, par exemple, une cave. Il y a des fois, effectivement, où on ne va pas considérer comme la cave comme étant un volume protégé. Il y a des règles pour ça. Alors, attention que l'aspect volume protégé, on tient compte du volume dans lequel on va y amener de la chaleur. Cette chaleur, évidemment, elle sera amenée de manière directe ou indirecte. Vous pouvez très bien chauffer là et considérer que ceci, si même ce n'est pas chauffé directement par une source, sera chauffé à ce moment-là de manière indirecte. Et ainsi que cette partie-là, qui sera par exemple un grenier aménagé. Alors, qu'est-ce que le volume protégé à proprement dit? Eh bien, si on reprend le texte ici, c'est exactement ce que je vous ai dit sous forme orale, mais évidemment c'est écrit. Donc, ce volume comprend tous les espaces que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques, que ce soit vers l'environnement extérieur ou vers un espace non chauffé, vers le sol, vers un autre volume chauffé. Oui, parce que ça aussi, on peut voir les choses comme étant, par exemple, un volume chauffé au sein d'un grand volume chauffé. Ici, le volume protégé qu'on va regarder, par exemple, ce sera un appartement au sein de toute une série d'autres appartements qui, eux, sont chauffés et qui auront une étude de performance énergétique qui sera indépendante. Donc, on peut considérer qu'effectivement, ce qui jouxte sera peut-être un élément chauffé de manière indépendante, un autre volume. Et on peut être également à côté un volume, un espace non chauffé, par exemple, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la cave ou les combles non aménagés. Il comprend au moins tous les espaces chauffés directement ou indirectement. C'est le minimum. Ok? Il y a d'autres cas, on verra plus tard. Alors ici, c'est un exemple sous forme d'une photo. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez en fait quoi? Les parois qui délimitent le volume protégé et qui sont à isoler. Elles reprennent quoi? Toutes les pièces de vie. Elles reprennent le rez-de-chaussée, le premier, ainsi que l'espace qui se trouve ici au-dessus de ce qui ressemble à un garage. Les autres espaces que l'on voit ici en rouge ne sont pas des volumes chauffés, donc ne font pas partie de l'enveloppe. Alors l'enveloppe, ça va être alors ce qu'il y a autour du volume protégé, c'est l'ensemble de toutes les parois, de toutes les séparations entre le milieu qu'on cherche à chauffer et le milieu extérieur. Donc cette enveloppe, elle est exprimée et on va l'étudier, on va essayer d'en connaître la valeur. Elle est sous forme d'une surface de déperdition, dite AT, et qui est exprimée, attention, en mètres carrés, l'expression donc en surface. Et elle reprend donc quoi? Toutes les façades, planchers, toitures et fenêtres, ouvertures, par lesquelles la chaleur peut se barrer. Alors, plusieurs types de pertes existent. La première par les parois, c'est celle qui est par la conductivité thermique. Quelle est-elle? Alors cette conductivité thermique exprimée à lambda, hein, c'est le petit symbole que vous avez ici, c'est un symbole grec, qui, il est évalué, cette valeur elle est évaluée sur base du matériau utilisé dans le cadre de l'isolant. Okay, vous avez tous déjà pris de l'isolant en main, vous avez tous plus ou moins déjà vu les différences entre l'isolant de polystyrène ou
je sais pas, la laine de roche par exemple, eh bien elles sont toutes caractérisées, c'est la matière qui est caractérisée par ce fameux lambda. Ça représente quoi? Ça représente, la quantité d'énergie, de chaleur, qui peut être transférée par unité de surface, donc ici en l'occurrence une unité étant le mètre carré, pour une certaine unité de temps, et surtout sous un gradient de température, donc une différence de température entre les deux faces de votre isolant, de 1 degré, et ce sur une longueur d'1 mètre. Donc la caractéristique c'est des watts, donc l'unité c'est des watts par mètre Kelvin. Donc autrement dit, pour un delta de 1 degré, supposons 0 degré extérieur, 1 degré intérieur, et on peut parler en degrés Celsius, ok? Sinon on parlera pour un gradient en Kelvin, or justement ici l'exemple qui est donné est en degrés Celsius, et l'unité utilisée c'est le Kelvin. Comme vous savez, elle a la même grandeur, mais pas le même référentiel. 0 Kelvin, moins, vous ne pouvez pas faire 0 Kelvin ou, vous pouvez faire 0 et 10 degrés. Si vous êtes de moins 10 à moins 9, vous pourriez avoir une valeur négative. Il n'y a pas de valeur négative ici, évidemment. C'est une différence de température. Okay, donc c'est absolu. Donc l'épaisseur de l'isolant est importante pour le lambda. Et la caractéristique autre, c'est le nombre de watts qu'on va perdre par unité métrique, donc 1 mètre d'épaisseur, 1 mètre carré, 1 Kelvin, ou 1 degré Celsius, en une seconde. Ça, c'est la quantité de chaleur que vous allez perdre, c'est ce fameux lambda. Plus ce lambda sera petit, donc plus il a une faible valeur, plus le matériau est isolant. Ça paraît logique, parce que ça veut dire qu'on perdra moins de calories, moins de chaleur, si on a une petite valeur pour ce lambda, évidemment, puisque le watt, c'est, comme vous savez, c'est des joules fois des secondes. Ok? Alors, des ordres de grandeur pour les matériaux de construction qu'on rencontre fréquemment dans le domaine de la construction. Qu'est-ce que vous constatez? L'acier, 46. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Le polyuréthane, 0028. C'est bien, c'était très bien. Dans le cadre des matériaux de construction actuels, on retrouve également le polyisocyanurate, ou autrement dit pire, qui devient un isolant très répandu dans le domaine et qui a l'avantage en plus d'avoir un lambda qui est lui proche de 0022. Donc là on a encore un meilleur facteur d'isolation. On va en parler un petit peu plus loin. Alors, il y a quand même un autre paramètre qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y a certains isolants qui ont, en fonction de la face, en fonction du matériau, de ce que vous allez avoir deux lambda. Lambda matériau à l'intérieur et matériau à l'extérieur, en fonction justement de certains paramètres, d'humidité notamment. Alors, ces matériaux, il faut que les valeurs soient connues et reconnues quand on travaille avec des matériaux d'isolation. Alors, pour les matériaux non isolants, là, qu'est-ce qu'on fait? On prend une norme qui s'appelle la NBN 62002. Elle reprend en fait toute une liste de matériaux existants et connus. Et attention, et donc on a des valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut, il y a évidemment des matériaux isolants qui s'y retrouvent. C'est très défavorable par rapport à une base de données officielle qui s'appelle le PBD, pbd.be, notamment, ou le marquage CE, ATG, etc. Vous avez chaque fois toute une série de normes qui vous permettent de définir votre matériau et qui s'intègrent, suivant la marque, et qui va s'intégrer dans cette base de données, PBD. Si vous ne la retrouvez pas dedans, vous allez devoir prendre le matériau qui est la valeur par défaut donnée par cette fameuse norme et reprise dans les softwares de la région wallonne. C'est évidemment très défavorable dans le cadre du certificat que vous allez mettre en œuvre, évidemment. Donc vous avez toujours intérêt à essayer de retrouver ces valeurs au sein de la base de données. Nous allons maintenant parler des parties intéressantes du cours, à savoir les matériaux isolants et les types de matériaux que l'on peut rencontrer. Alors, on en a plusieurs types, ils sont classés ici sous 6 formes. La forme synthétique, qui est entre guillemets la plus courante dans le domaine de la construction.
les isolants d'origine minérale ou animale, les isolants d'origine végétale, pardon, ou les végétaux, hein, bon, les structures portantes type isolantes, et enfin les isolants spéciaux à faible épaisseur. Alors nous allons commencer par les isolants synthétiques. Que faut-il savoir sur ces isolants? Le premier et le plus répandu, c'est le polyuréthane. Vous l'avez tous déjà entendu parler, hein, polyuréthane ou mousse de polyuréthane. C'est un produit qui est issu de l'industrie pétrochimique. Il est probablement celui qui a le meilleur pouvoir isolant sur le marché dans la catégorie des isolants traditionnels. Il est très intéressant d'un point de vue technique au niveau placement pour pas mal de paramètres. Le premier, c'est qu'il est très léger, il est pas cher par rapport à beaucoup d'autres isolants. Il est très résistant à la compression, donc pour les toitures plates sur lesquelles vous désirez marcher, ça peut fonctionner. Pour les chapes sur lesquelles vous allez mettre votre chauffage sol, ça peut fonctionner. C'est un produit très polyvalent. En milieu humide, il se comporte très très bien. Il est fabriqué en général avec par vapeur intégrée, ce qui permet, dans le cadre des pièces chauffées et des pièces chaudes, ça permet d'éviter les problèmes de condensation. Par contre, pour les vieux bâtiments, quand c'est full square, quand c'est pas droit, il a beaucoup de mal à s'adapter. Donc il faut vraiment quelque chose de relativement plan. Non, pas relativement, mais plan. Et il a un gros problème, c'est qu'il n'a pas d'inertie. Donc en été, au niveau confort, c'est assez négatif. Alors, de quoi est-il composé? Principalement trois composants. Le premier, c'est ce qu'on appelle du polyol, produit chimique. Deuxième, méthylène de diocyanate. Et des agents gonflants, style CO2 par exemple. Les panneaux sont en général fabriqués en couches minces avec deux finitions en aluminium, ce qui a, comme je l'ai dit, l'avantage de fonctionner comme par vapeur et en même temps de permettre un renvoi des rayonnements vers l'intérieur du bâtiment. Ça a donc ces deux avantages. L'inconvénient dans sa fabrication, c'est qu'il est par nature assez inflammable. Donc une toiture qui part en fumée liée à une étincelle ou une cigarette mal éteinte est assez fréquent malheureusement. Donc autre inconvénient, c'est que comme il est léger, il a une très mauvaise isolation phonique. Sa durée de vie par contre est assez intéressante puisqu'on estime qu'elle peut être largement supérieure à 50 ans et les mises en œuvre dans le cadre d'une maison, je veux dire, on peut le mettre partout. On peut le mettre en toiture, on peut le mettre en sol, on peut le mettre dans les cloisons, on peut le mettre sur les murs extérieurs. Vraiment, il est vraiment adaptatif. Dans le cadre d'une rénovation à l'aide de panneaux, l'avantage c'est comme il est assez efficace au niveau isolation, vous pouvez l'utiliser en toiture si vous avez une toiture plate par exemple, ou en toiture penchée, vous le mettez sous forme de sarking. En travaillant en épaisseur, vous pouvez, si vous n'avez pas assez de place, travailler sur des couches minces du style 8 cm, vous arrivez déjà à l'équivalent à peu près de 12 ou 14 cm de laine de roche. Pour arriver à des résultats efficaces à l'heure actuelle, on conseille plutôt 14 à 16 cm en toiture, dans les murs une dizaine de centimètres ainsi que sur le sol. Pour le produit en lui-même, l'avantage c'est qu'il est, donc comme j'ai dit, pas trop cher. L'inconvénient c'est qu'il a une énergie grise à sa fabrication qui est assez délétère. Dans le sens où il faut beaucoup d'énergie pour le fabriquer et pour le transport puisqu'il est très léger et très volumineux, et ensuite pour le traitement en fin de vie, c'est assez onéreux aussi d'un point de vue énergétique, ce qui veut dire que c'est un produit qui d'un point de vue écologique est évidemment plutôt mauvais. Comme vous pouvez voir sur la fiche ici, le lambda, donc la conductivité, est de l'ordre de 0,23 à 0,023 watts par mètre Kelvin à 0,035. Je vais dire la moyenne étant plutôt vers les 0,025.
et la masse volumique est de l'ordre de 20 à 40 kg du mètre cube. Donc vous voyez que c'est assez léger. Maintenant, pour les mousses projetées, c'est le même produit, si ce n'est que là, vous devez absolument faire appel à un professionnel pour que ce soit efficace. Vous n'avez pas, vous, le matériel qui permet de le faire. Si vous avez évidemment toujours bien les petites bombes, mais pour les réparations uniquement ou pour les finitions. Les projections que vous voyez ici sur les photos qui se font avec du polyuréthane sont évidemment les plus efficaces parce que vous avez, dans le cadre d'une rénovation, même pour une maison ancienne, vous pouvez faire des projections de ce type-là. L'avantage, c'est que vous couvrez intégralement votre produit, votre surface, même si vous avez des défauts dans celle-ci, vous avez une uniformité dans l'isolant, ce qui est la meilleure des solutions techniques pour isoler une paroi. Au niveau mise en œuvre, comme vous pouvez voir, vous devez faire appel ici à un technicien et juste une petite machinerie. Dans le cadre ce qui coûte le plus cher, c'est évidemment les panneaux. Si vous avez l'occasion de faire un système par projection, ça vous reviendra évidemment toujours moins cher. Pour comme j'ai dit, mauvais comportement au feu, donc tout ça doit évidemment être empaqueté dans des éléments qui le rendront ignifuge. Donc un béton là-dessus étant l'idéal. Il faut savoir que la Belgique, en matière de fabrication de ce type de produit, est assez à la pointe, puisque dans le cadre des panneaux, nous avons des sociétés mondialement connues comme Unilever, Eticel, ICO, Knauf. Ce sont des références dans le domaine, et dans le cadre des bombes, vous rencontrez souvent Soudal ou Novatio. Il y en a d'autres, mais de nouveau, ce sont des sociétés purement belges. On constate que les qualités techniques sont exactement les mêmes pour le projeté que pour ceux par panneau, ce qui est évidemment logique, c'est le même produit. Alors, le suivant, c'est le polyisocyanurate, c'est assez difficile à dire. Dites panneau de pire, c'est beaucoup plus connu, et beaucoup plus, en tout cas sous ce nom-là. Ce sont des panneaux qui ont tendance de plus en plus à remplacer le polyuréthane pour un facteur principal, c'est l'aspect incendie. Il a l'avantage énorme d'être auto-extinguible, donc qui s'éteint automatiquement dès le moment où on y met le feu. Et il est assez étonnant même de revoir ses capacités. Je vous projette de suite un petit film à ce sujet. Ce qu'on vous montre ici, évidemment, est ne pas reproduire chez vous. Mais c'est assez effrayant de voir les qualités et les capacités de ce produit. Donc le pire, sa capacité à éteindre instantanément quasiment le feu. Contrairement à du polyuréthane, vous faites ça avec du polyuréthane de manière 10 fois inférieure au niveau à départ du feu. Votre bloc il brûle de manière infinie, et en sachant évidemment les dégagements gazeux type cyanure qui peuvent se dégager. Ici, la personne qui fait cette expérience-ci, parce que les dégagements gazeux sont à peu près les mêmes. J'espère pour lui que la personne qui fait ça a un excellent masque et une excellente ventilation. Il va de soi que ce qui est fait ici, c'est une ineptie d'aller faire ça dans un endroit clos et fermé. Il faut faire ça en extérieur. Vous allez voir, c'est assez étonnant, mais dès qu'on arrête la flamme, malgré le fait qu'on aille chauffer au rouge, ça va s'éteindre instantanément. Vous pouvez mettre votre main derrière, ça reste froid, et on gratte et on retrouve le produit d'origine quasiment. Donc c'est un produit d'une efficacité redoutable à ce niveau-là. C'est une des raisons pour laquelle on utilisera de moins en moins du polyuréthane, à mon sens, et de plus en plus ce type d'éléments. Donc, isolant suivant, le polystyrène extrudé. Donc ça, c'est un isolant qui a été inventé au début des années 70 par la firme BASF. C'est un isolant qui a de belles qualités également pour les constructions.
Il est le plus ancien et le plus utilisé dans le domaine des isolants type synthétique. Donc ici, on parle bien du polystyrène extrudé, on verra plus tard l'expansé. L'extrudé, donc, qui est beaucoup plus dense que l'expansé, qui est beaucoup plus solide à la compression, donc on peut l'utiliser pour mettre une des dalles de sol et des choses comme ça par-dessus. C'est un isolant qui tient très très bien l'humidité. En général, contrairement à celui qu'on a eu précédemment, il n'est pas recouvert d'une couche d'aluminium par défaut. Vous pouvez le trouver avec, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas. Que dire d'autre? Donc c'est un isolant, c'est ce que l'autre nom est également styrodure, que vous avez peut-être déjà entendu. C'est en fait comme quand vous parlez de Coca-Cola pour dire soda en fait. C'est la même chose. Styrodure au départ était une marque, donc inventée comme j'ai dit par BASF. Le système en lui-même est assez bien isolant puisque son lambda est à 0,027 jusqu'à 0,040, mais enfin bon, on est plus proche des 0,027 de nos jours. Les problèmes importants sont liés à l'inertie de nouveau. C'est un produit qui n'en a pas beaucoup, donc ce qui veut dire qu'en été, vous avez un inconfort qui risque d'apparaître. D'un point de vue phonique, vous avez un truc qui est tout à fait déplorable, donc vous mettez ça dans vos cloisons, vous entendez le voisin qui éternue. Au niveau feu, classe au feu, donc c'est un produit qui est excessivement inflammable. Donc de nouveau, contrairement au PIR dont je viens de parler, il est quand même vachement plus dangereux. Par contre, on est toujours dans les mêmes durées de vie puisqu'on est à des durées largement supérieures à 50 ans. Donc voilà, donc les premières maisons qui étaient construites avec ce produit-là restent toujours d'actualité. Alors, c'est évidemment, comme j'ai dit, synthétique, donc il n'est pas lié à un élément bio au départ. Il a un faible coût, très très faible coût, et on peut l'utiliser comme les précédents partout. Il n'y a vraiment aucun problème, aucune contre-indication. Le seul problème étant sa rigidité, donc de nouveau, quand on a un mur ou une cloison qui n'est pas régulière, ça peut être problématique. En matière d'isolation, ce sont des isolations minces, ça commence à 3-4 cm et on peut aller jusqu'à 16-20 cm d'épaisseur parfois avec des produits comme celui-là. Vu son coût, on peut se permettre des épaisseurs plus importantes, donc des efficacités au final, d'un point de vue thermique, relativement intéressantes. Passons maintenant au polystyrène expansé. Donc ça c'est un produit assez utilisé encore, notamment sous forme de billes comme vous le voyez ici, puisqu'on peut l'utiliser en injection dans les murs creux. Il est enduit dans les techniques actuelles par du graphite. Même s'il n'est pas respirant sous forme de plaques, sous forme de billes comme ça quand il y a du graphique, il permet quand même d'être utilisé dans les anciens bâtis, ce qui n'est pas le cas sous forme de plaques. Son gros problème, outre le fait qu'il intervienne dans la fabrication du napalm, c'est vous dire sa résistance au feu. C'est nullissime évidemment. Je veux dire, c'est vraiment le plus gros problème. Là, le confort en été a le même problème évidemment que l'autre, évidemment vous n'en avez pas parce que vous n'avez pas d'inertie. Vous avez quelque chose qui est beaucoup moins bien isolant puisqu'on est à lambda ici à de l'ordre de 0,031, 0,038 je crois, ou 0,032. Donc on est quand même un petit peu moins bon que pour du pur ou pour de l'XPS. Mais c'est de nouveau un produit excessivement bon marché. Et pour l'isolation des façades, je reviens là-dessus, il est très facile à mettre en œuvre. Il est mis en œuvre avec de la colle blanche, ce qui veut dire que lorsqu'il est injecté dans la paroi, il a tendance à se rigidifier. Ça vous permet d'éviter d'avoir, lorsque vous faites votre trou dans votre façade pour placer, pour pordre un clou ou pour pordre quelque chose, avoir vos billes qui se barrent de manière intempestive. Un des avantages de cet isolant en fait est de pouvoir c'est le seul en fait des isolants synthétiques qui peut être crépi ou sur lesquels on peut mettre des petites briquettes de façade, donc des petites
des petites plaquettes très fines qui donnent une belle finition. Ça permet de gagner de la place lorsque l'on réisole une façade par l'extérieur et qu'on on risque d'empiéter sur la voie publique. C'est souvent la meilleure solution et la solution choisie, c'est l'EPS. Un des autres avantages par rapport aux autres isolants qu'on vient de voir, c'est qu'il est recyclable en bonne partie, puisque si on le refond, on peut réutiliser, alors le bois, on peut refabriquer de l'EPS sous une autre forme. On peut on peut le fusionner et en faire donc le faire fondre et en faire des pièces plastiques comme des boîtiers, des éléments comme ça. Et on peut également le brûler pour en faire de l'électricité. C'est évidemment la plus mauvaise des solutions, mais c'est un des produits qui ne pose pas trop de problèmes, puisqu'avec une bonne filtration, on peut récupérer les composés qui peuvent être dangereux pour l'environnement. L'isolant suivant, c'est la mousse phénolique ou résolique. C'est un produit toujours qui est issu de l'industrie du pétrole. Il a l'avantage d'être probablement le meilleur isolant synthétique sur le marché actuellement. Il a une excellente résistance au feu. D'ailleurs, c'est ce produit-là qui a été choisi pour mettre dans les portes coupe-feu habituellement. Donc les portes qui doivent cloisonner différentes parties de bâtiments publics ou industriels et éviter ainsi de transmettre le feu quand il y a un incendie quelque part. C'est un isolant un peu plus cher forcément, puisqu'il est meilleur isolant, c'est toujours comme ça. Mais il est relativement polyvalent, puisqu'on peut l'utiliser dans toutes les situations au sein du bâtiment. Son énergie grise ici n'est pas donnée, mais elle est évidemment importante, puisqu'il s'agit d'un produit issu du pétrole, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les durées de vie ne sont pas données, mais on doit être, à mon avis, de l'ordre des autres isolants, à savoir une cinquantaine d'années minimum. Donc on est quand même dans des produits traditionnels tout à fait acceptables, rapport qualité-prix, je vais dire. Même si celui-ci, comme je l'ai dit, est plus élevé. Donc pour en revenir à ce que je disais en résumé sur les isolants synthétiques, d'un point de vue environnemental, ce sont des produits évidemment de très mauvaise qualité, puisqu'ils sont, ils sont issus de l'industrie du chlore et du carbone, enfin du carbone du pétrole, je vais dire. Les procédés de fabrication sont très énergivores, puisqu'on a utilisé beaucoup d'adjuvants, beaucoup de produits réactifs. Il faut amener forcément de la chaleur, de l'électricité, etc. Donc c'est assez délétère d'un point de vue environnemental d'utiliser ce genre de produits. De plus, on utilise énormément de CFC ou de HCFC, donc des chlorofluorocarbone, pour la production de ce genre de produits. Ils sont dangereux puisque quand ils dégagent énormément de fumée toxique quand ils brûlent. Donc voilà, ce n'est vraiment pas des produits idéaux pour mettre dans des bâtiments je veux dire à l'intérieur s'ils ne sont pas protégés contre les incendies. Au niveau fabrication et surtout recyclage, ils sont très très peu recyclables, malheureusement. On peut donc également dire sur le polystyrène extrudé qu'en fait l'énergie grise, donc ici annoncée de l'ordre de 181 kWh par mètre cube, c'est évidemment énorme de nouveau. C'est d'ailleurs un des plus mauvais scores en matière d'énergie grise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le polystyrène extrudé. Les isolants suivants sont les laines minérales, donc c'est surtout les laines de verre et les laines de roche. Ce sont des produits qui ont en général des bons rapports qualité-prix, donc qui ne sont pas très très chers par rapport à l'utilisation qu'on en a. Ils tiennent assez bien au feu, donc on peut les utiliser pour isoler des cheminées, pour isoler des éléments qui auraient un système de chauffage bois par exemple. Attention que d'un point de vue énergie grise, environnementale, etc., le produit n'est pas terrible parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour fabriquer ce type d'éléments? C'est qu'on prend du sable, de la roche et des éléments comme ça que l'on brûle de manière intensive et le résidu de cette combustion va être cette fameuse laine.
c'est évidemment assez négatif. Le, donc l'inertie de ces produits, il est bien meilleur pour la laine de roche que la laine de verre, mais malgré tout, ce n'est quand même pas très très bon par rapport aux laines biosourcées, aux laines d'origine animale et végétale. Donc ce qui veut dire qu'on a malgré tout en été des déphasages, été-hiver, des déphasages de température jour-nuit assez importants. Vous voyez ici les mises en œuvre possibles pour ce type de laine. En général, elles sont dites semi-rigides, hein, pour la laine de roche, la laine de verre par exemple ici. Elles sont semi-rigides. Donc ce qui veut dire qu'elles peuvent tenir plus ou moins par elles-mêmes si on les met debout. Malgré tout, avec le temps, on constate quand même qu'elles ont tendance à s'affaisser. C'est pour ça qu'on est obligé de les attacher avec des éléments comme les petites attaches, les petites chevilles que vous voyez ici, rondes, qui plaquent l'isolant au mur. L'avantage principal par rapport à un isolant type synthétique qui était plutôt rigide, celui-ci étant semi-rigide, les laines que vous impliquez l'une contre l'autre ont tendance avec le temps à se ressouder, se réaccrocher l'une à l'autre et faire un produit qui est uniforme. Donc si vous avez une base de mur qui est complètement foireuse parce que le maçon était bourré ou parce que simplement le bâtiment a 2 siècles, ce sera plus adapté d'utiliser ce type d'isolant, puisqu'à ce moment-là, il va récupérer les infractuosités. Vous pourrez, par devant, comme ici on le voit avec les metal studs, donc ces structures portantes de cloison, vous verrez que vous pouvez aisément mettre votre isolant entre les plaques. Vous récupérerez les défauts du mur et vous aurez un mur parfaitement lisse et parfaitement efficace. Ici vous avez la même chose, mais pour une mise en œuvre en toiture, entre chevrons, on vient insérer de l'isolant, puis on agrafe cet isolant. Vous l'avez sous forme de rouleau ou sous forme de panneau, comme je l'ai dit, semi-rigide. Vous ne pouvez évidemment pas marcher sur ce type d'isolant. Il y a un autre type d'isolant qu'on verra plus tard, la laine de roche, on peut le faire, mais sous certaines conditions. Alors, suivant, donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc la laine de roche, la laine de verre, elle est fondue donc à plus de 1000 degrés, et c'est une structure très fine, donc la mise en œuvre est assez inconfortable, puisque c'est un produit qui a tendance à gratter. C'est pas très agréable, donc il faut utiliser un outil de protection, enfin se protéger les mains et les bras et le corps quand on travaille ce type de produit. Le premier avantage de cet isolant, c'est qu'on trouve, puisque c'est fait à partir de sable, on trouve cet isolant en quantité abondante, donc on peut en faire autant qu'on veut. Elle est fabriquée en plus avec des matériaux recyclés, donc des déchets de verre, des choses comme ça. D'un point de vue santé publique, pendant longtemps, il y a eu des grosses discussions sur savoir s'il était cancérogène ou pas, les problèmes de silicose, un petit peu comme l'amiante, etc. Les études actuelles semblent prouver ou montrer qu'il ne serait pas nocif pour la santé. Donc, on peut considérer que c'est un produit qui est de bonne qualité pour l'humain. Le problème, c'est que lorsqu'on le met en œuvre, on a des petites fibres, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui se libéraient et donc qui avaient tendance à irriter soit la peau ou les yeux. Donc on doit se protéger. Au niveau Inifuge, c'est un bon produit. C'est un produit qui est imputrescible et imperméable à la vapeur, donc il laisse passer la vapeur. L'inconvénient quand on le met dans des endroits non protégés des rongeurs, c'est qu'ils adorent ça. Ils s'en font des petits nids douillets et ça peut être ennuyeux pour la longévité de l'isolant. Quand il est compressé dans les cloisons, c'est un isolant qui a de bonne qualité acoustique. Alors en théorie, c'est un produit qui est recyclable, mais à l'heure actuelle, il n'y a
pas, où il y a peu de filières dans ce domaine. En tout cas, je n'en connais pas. Pour la laine de roche, donc même type de fabrication, si ce n'est que plutôt que d'utiliser du sable, on utilise, comme le nom l'indique, de la roche, donc du basalte. C'est une roche d'origine volcanique. Elle est fabriquée à plus haute température que le verre, donc son énergie grise sera encore plus mauvaise, évidemment ce sera encore plus délétère. On est quand même largement en dessous des valeurs des produits synthétiques, d'un point de vue énergie grise, mais ça reste quand même un produit un peu ennuyeux à ce niveau-là. Pour ce qui concerne les problèmes de gratouille quand on le met en œuvre, ben, c'est la même chose que pour la laine de roche. Résistance au feu, pareil que la laine de roche, un peu meilleure d'ailleurs. La perméabilité à la vapeur est aussi excellente. Et on a aussi le même problème avec les rongeurs. Pour le recyclage, de nouveau, pas de filière disponible. Donc on a affaire à un produit qui est vraiment comparable, si ce n'est, comme je vous ai dit, donc meilleur, un peu meilleur lambda et meilleure inertie, donc ce qui veut dire moins de problèmes de déphasage. Pour les mises en œuvre, on peut l'utiliser en plus des toitures inclinées. On peut les utiliser également sur toiture plate, c'est le seul isolant minéral qui peut le faire, puisqu'il existe un produit, notamment chez Rockwool, qui s'appelle Rinox, sur lequel on peut marcher et sur lequel on a des compressions qui sont comparables à celles du béton. Le produit suivant, c'est le verre cellulaire, ici en panneau. Donc c'est un produit qui n'a pas un pouvoir isolant extraordinaire, puisque quand on voit ses capacités, ben on est à 0,037 à 0,060 watts par mètre Kelvin. Donc la fabrication, le procédé de fabrication est assez énergivore, on mélange du verre, du silice, du sable et d'autres produits. On le chauffe très fort, puis on le broie, puis on le rechauffe de nouveau pour en faire une mousse, donc c'est assez énergivore. L'avantage énorme, et d'ailleurs il est utilisé principalement pour ça, c'est qu'en fait il est excellent pour la compression. Donc vous pouvez le mettre soit sur une toiture plate et pouvoir me reconstruire dessus, soit vous mettez ça comme bloc de fondation et ça évite les problèmes d'humidité, puisque l'humidité ascensionnelle ne passe pas. Donc l'humidité est bloquée par le bloc en lui-même, par nature, je veux dire. Donc il est très mauvais isolant acoustique par contre, forcément parce qu'il est ultra rigide, et incombustible. Forcément, vu les températures à laquelle on le fabrique, bon voilà, il n'y a plus de possibilité de combustion. Donc c'est un produit qui a des avantages, mais certainement pas celui d'être un excellent isolant. Il est recyclable, mais n'a pas non plus de filière connue. Il est il est utilisé dans, je vais dire principalement un cas, c'est le bloc de fondation et éventuellement la toiture plate. Mais il faut de toute façon ajouter sur les toitures actuelles un autre type d'isolant après celui-ci. Alors, son pendant, c'est le verre cellulaire en vrac, donc sous forme de bille, donc on le compresse, on le broie quand on a terminé. De nouveau, son pouvoir d'isolation est très mauvais, hein, 0,07 à 0,09. Il a l'avantage de nouveau de très, très bon à la compression, donc on peut en faire une fondation isolante. Il est utilisé principalement pour isoler les murs enterrés des problèmes d'humidité éventuels. Le produit suivant, c'est l'argile expansée ou Argex, hein, c'est le terme qui est connu comme tel. Qu'est-ce que c'est? C'est bêtement de l'argile que vous séchez, que vous mettez en poudre, et puis que vous chauffez à une très haute température, 1200 degrés, dans lequel vous injectez des gaz. Les gaz des billes ont tendance à faire exploser celles-ci et transformer en des petites billes de différentes granulométries et qui ont une faculté d'isolation assez faible, mais malgré tout intéressante sous certains aspects. Donc le lambda est de l'ordre de 0,085 à 0,16. Il est relativement massique, donc peut avoir
une inertie thermique importante. Donc pour les toitures, ça peut être intéressant d'en mettre pour avoir comment donc, un déphasage qui est intéressant, je vais dire. Donc un déphasage au niveau température qui est intéressant. Alors c'est un produit qu'on trouve aisément dans la nature, l'argile, donc c'est facile à fabriquer, il y en a beaucoup. Ça a l'avantage de ne pas être très très cher. La résistance à la compression est excellente, donc vous pouvez en faire des chapes, vous pouvez mélanger ça à du béton et en faire des chapes, ça marche très très bien. D'ailleurs, on fait des blocs de entre guillemets béton d'Argex, donc qui sont très légers et qui, par rapport à des blocs de béton traditionnels, et on en fait des éléments structurels portants. On peut le réutiliser, le recycler. Il est perméable à la vapeur, donc il laisse passer la vapeur d'eau et il ne brûle pas. C'est un avantage important. Son énergie grise est relativement faible, comparable, je vais dire, à des laines de roche. L'isolant suivant, c'est la perlite expansée. C'est un produit qui se trouve en vrac, qu'on trouve énormément dans la nature. C'est un peu le pendant de la laine de roche, puisqu'il est issu de la combustion de la roche volcanique. Et il a sous forme de vapeur d'eau, la vapeur d'eau qui s'en libère va le faire gonfler comme un popcorn. C'est un produit qui n'est pas très très bon isolant thermique, hein, puisqu'on est à un lambda de 0,045 à 0,060. Par contre, il est très massique, il a une bonne masse, donc au niveau de l'inertie, c'est très intéressant quand on veut en été isoler une toiture. On peut l'utiliser, puisqu'il est bon à la compression aussi, on peut l'utiliser pour des chapes, on peut l'utiliser pour des chapes allégées, puisque c'est quand même plus léger que de la pierre. Le problème principal, c'est qu'il est relativement hydrophile, donc il laisse passer l'humidité. Idéalement, c'est dès lors de l'enrober dans du silicone. C'est ce qui se passe quand on le trouve sous forme industrielle. On peut le noyer dans du bitume aussi, également, si on veut faire quelque chose d'efficace. C'est un produit qui est recyclable, réutilisable, qui a un certain coût. Voilà, il est utilisé dans certaines applications un peu particulières du bâtiment. Le produit suivant est un produit très utilisé, d'ailleurs une des photos représentatives ici, c'est la chape. Il est utilisé dans les chapes ou dans les éléments de rénovation de vieux bâtiments. C'est un produit qui est relativement peu isolant. Il n'est pas excellent puisqu'il a un lambda qui est de l'ordre de 0,045 à 0,08. Il est fabriqué de nouveau à partir de roches volcaniques. C'est la libération de gaz interne qui va de nouveau le faire gonfler. Il est complètement ignifuge, donc vous pouvez l'utiliser, et il est d'ailleurs très utilisé pour isoler les cheminées par exemple. Ce sont des produits quand on veut bricoler, qui est pas mal parce que la réalisation de chapes avec ce produit-là amène une chape très résistante, puisqu'on arrive à des taux de compression comparables à des bétons traditionnels de l'ordre de 400 kg par mètre carré. Il résiste donc, comme je dis, très bien à la compression. Par contre, il est de nouveau assez hydrophile, donc il n'est pas terrible pour isoler de l'humidité. Et dans l'eau, il a tendance à se diliter, à se désagréger. C'est un produit qui est donc forcément perméable à la vapeur par nature, et il est complètement recyclable et réutilisable. Donc d'un point de vue environnemental, les produits d'origine minérale sont assez abondantes dans la nature, et surtout en Europe, donc on peut en fabriquer aisément. Ils sont
composés de matériaux recyclables pour un certain nombre, et ils sont facilement recyclables, et la mise en décharge ne pose pas de problème dès le moment où leurs produits liants sont inférieurs à 5%. La fabrication est très énergivore, et on a par contre la possibilité de le fabriquer de manière locale. Les laines de roche par exemple, comme vous savez, on en fabrique pas mal en Belgique. Leur composition, on le trouve soit sous forme de matelas, donc de rouleaux, soit sous forme de panneaux semi-rigides, comme je vous l'ai dit, ou rigides, sous forme de billes ou en vrac. La valeur d'isolation thermique en général est plus ou moins bonne, comme on a vu, et ils ont un bon pouvoir d'isolant acoustique. Ici se termine la partie sur les isolants d'origine synthétique et minérale. Je vous encourage à m'envoyer un mail éventuellement si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.